Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à Toxicast, le podcast présenté par Cumulus, un organisme en prévention des toxicomanies. Notre but est de démystifier l'univers des drogues. Notre but aussi est de vous informer sur les drogues afin que vous puissiez prendre des décisions satisfaisantes selon votre mode de vie. L'émission d'aujourd'hui, elle est présentée par moi, Victoria. Maëva. Et Lydia. Yes. Donc, aujourd'hui, on va parler du bad trip. On va vous parler de c'est quoi le bad trip, les effets, symptômes, quoi faire et comment on pourrait même planifier sa consommation. Pour commencer, laissez-moi vous dire que le bad trip, ou mauvais voyage, le bad trip est déclenché par la consommation de substances. Elle peut être influencée par l'état psychologique, le contexte, la qualité et la quantité de produits. Laissez-moi vous rassurer que ces expériences ne sont pas aussi fréquentes qu'on le pense et qu'elles sont principalement générées par un environnement inadéquat ou si la personne qui va consommer ne se sent pas suffisamment en sécurité. En fait, le bad trip, là, c'est une mauvaise expérience liée à une consommation de drogue. D'ailleurs, fun fact, tu as parlé de mauvais voyage. C'est une expression qu'on dit en français, donc c'est un mauvais voyage. Mm-hmm. Donc, il existe plusieurs drogues avec lesquelles on est plus susceptible de faire un bad trip. Évidemment, on peut faire un bad trip peu importe la drogue qu'on consomme, puisque les drogues restent imprévisibles. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que les perturbateurs, donc les drogues qui vont donner des hallucinations, vont être plus propices à engendrer un bad trip. Donc, le cannabis, la LSD, les champignons magiques, l'ecstasy. Toutes ces drogues-là, il y en a beaucoup d'autres, là, évidemment, je ne vais pas toutes les nommer, mais ils sont plus susceptibles. Donc, c'est quelque chose qui est important de garder en tête lorsqu'on consomme ces drogues-là pour pouvoir mieux se préparer. On va en parler un peu plus tard lors du podcast. En fait, on m'a posé souvent la question, je voulais avoir votre avis. Combien de temps dure un bad trip? Ça dépend. Ouais. Comme on dit, toujours la loi de l'effet. Donc, ça dépend de la personne, de la substance qui est consommée et du contexte. C'est sûr que si on prend l'exemple de la LSD, par exemple, l'effet de la LSD va être environ 14 heures. Aïe. Donc, on s'entend qu'un bad trip de 14 heures, ça peut être difficile. Évidemment, un bad trip, c'est pas nécessairement la durée complète de l'effet. Ça peut être ponctuel. Donc, ça peut être un petit 10 minutes dans le 14 heures où est-ce qu'on se sent vraiment pas bien, on a des palpitations. Je vais pas embarquer dans les symptômes, on en parle un peu plus tard, mais ça dépend de chaque fois, mais ça peut aller jusqu'à 14 heures. C'est bon à garder en tête, disons-le. Oh my God. Effectivement, on peut aussi avoir des réviviscences. Donc, c'est le fait de revivre l'expérience, revivre le bad trip. Dans le fond, revivre des sensations qu'on a vécues lors du bad trip. Ça veut dire que, mettons, si j'ai eu une mauvaise expérience en fumant peut-être un joint, là, tu sais, j'ai comme quasiment peur de fumer un joint parce que là, j'ai peur de vivre encore la mauvaise expérience. Exactement. Genre, tu peux avoir des petites palpitations, genre juste à y penser. Oui, c'est ça. Donc, comment se déclenche un bad trip? Donc, il y a plusieurs façons, évidemment. Le bad trip n'arrive jamais lorsque l'individu est à son état à jeun. Donc, il faut avoir consommé une drogue. T'sais, oui, on a des mauvaises expériences dans la vie, ça arrive, mais le bad trip, c'est vraiment lorsque quelqu'un consomme une drogue. Évidemment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça dépend de la personne, de son contexte, qu'est-ce qu'elle a consommé, quelle quantité, un peu comme tu l'as dit au début, Victoria. Donc, ça va toujours dépendre de la situation en tant que telle. Pour continuer un petit peu sur ce que tu es en train de dire, c'est justement, l'état psychologique de la personne va aussi beaucoup avoir une influence. C'est super simple. Si je suis sur un bon vibe, ben, je risque d'avoir une bonne expérience. Si je suis sur un vieux vibe ou si je suis un peu depressed ou si je me sens un peu angoissée, ben, c'est sûr que ça va influencer négativement mon expérience. Donc, justement, on parle un petit peu que c'est très important notre état psychologique. Des fois aussi, ça va être influencé parce que je me sens pas assez en sécurité ou parce que, justement, je me sens pas à l'aise. Des fois, on va entendre des gens dire je me sens pas bien, fait que je vais consommer pour me sentir mieux. Non, bueno. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut arriver, mais des fois, ça va peut-être juste augmenter tes émotions négatives. Fait que gardez ça en tête. Ça, c'est super intéressant ce que tu as dit là, parce que justement, tu sais, la drogue, c'est quelque chose qui va amplifier les sensations. Fait que, tu sais, on est mieux de se sentir de bonne humeur. Exactement. Quels sont les symptômes du bad trip? Il y a plusieurs symptômes du bad trip. Avec un bad trip, surtout avec un bad trip au cannabis, il y a plusieurs symptômes. Donc, en général, on retrouve des crises de phobie, des fortes montées d'angoisse, une psychose, des crises de panique ou encore la paranoïa. Ben, en gros, lors d'un bad trip, c'est des sensations désagréables, en fait, les symptômes. Si les sensations désagréables qu'une personne peut ressentir, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, ça peut dépendre de la personne. Oui, c'est ça ce qu'on disait. T'sais. C'est intéressant, la paranoïa, je l'entends souvent avec le cannabis, justement. Fait que ça veut pas nécessairement dire que parce qu'on est parano, on a un bad trip, mais ça reste que c'est celle qu'on entend le plus souvent avec nos jeunes dans les écoles. C'est
à chaque fois que je fume, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, des choses comme ça. Donc, c'est quoi les effets psychiques du bad trip maintenant? On peut avoir des hallucinations. Tu sais, je l'ai dit que les drogues hallucinatoires on est plus susceptible de faire un bad trip. Donc, fun fact que je voulais vous dire, c'est que les hallucinations, souvent, on pense que c'est seulement visuel. Fait que soit qu'il y a plein d'araignées qui nous montent dessus. Ça, c'est l'idée souvent qu'on a d'un bad trip. Ou on voit une licorne qui vole, parce que ça, c'est un bon voyage, si on peut dire. Moi, j'aimerais ça voir une licorne. On aimerait tous voir une licorne. Ou un éléphant rose. Exactement. Mais en fait, les hallucinations peuvent être aussi olfactives et auditives. Donc, dans le fond, on peut sentir des odeurs qui sont pas nécessairement là. J'ai des jeunes qui m'ont dit, quand j'ai fumé, je sens le brûlé. Ça sent le brûlé. J'ai d'autres gens aussi qui m'ont dit, quand je mange quelque chose, ça goûte pas ce que ça goûte normalement. Ou entendre des sons qui sont pas nécessairement là. Donc, dépendamment, des hallucinations, ça peut être au niveau de tous les sens. Je trouvais ça intéressant de le mentionner. Fait qu'on peut avoir un bad trip au niveau de tous les sens. Il faut faire attention. Dans les rares cas, ils peuvent laisser des séquelles à long terme, donc des effets indésirables à long terme, comme par exemple le syndrome post-hallucinatoire, puis des angoisses, des bouffées de chaleur, des bouffées délirantes, même des phobies, mais aussi la dépression et un état confusionnel. Donc, être confus un peu, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Évidemment, c'est après chaque bad trip, si jamais ça perdure dans le temps, c'est important d'aller parler à quelqu'un, que ce soit un professionnel de la santé, pour être sûr que ça continue pas. Évidemment, c'est pas après chaque bad trip qu'on tombe en dépression, je tiens à préciser. Mais si jamais vous voyez que vous vous sentez pas bien après un bad trip, c'est important d'en parler à quelqu'un de confiance. Super intéressant. Écoutez, les filles, il y a aussi des effets physiques du bad trip. Puis, tu sais, ça dépend toujours, mais tu sais, ça peut avoir des vomissements, des nausées, une augmentation soudaine du rythme cardiaque, des palpitations, des tremblements, une pâleur inhabituelle, des sueurs, une sensation de bouche pâteuse. D'ailleurs, comment soutenir une personne vivant un bad trip? C'est quand même une excellente question, là. Le bad trip, c'est pas un mythe, hein. C'est vraiment une réalité, même si ça arrive pas à chaque fois qu'une personne consomme, par exemple, c'est quand même quelque chose qui arrive souvent. On en entend souvent parler. Pour s'assurer comment éviter un bad trip, on peut jamais être sûr. Donc, la personne qui vit le bad trip peut être accompagnée de son entourage, donc avoir des gens de confiance autour de lui, ou de elle, pardon, d'avoir une ambiance calme, apaisante. Donc, souvent, là, ce qu'on va dire en atelier aux jeunes, c'est pas être tous autour de la personne en bad trip. Ouais. Donc, lui laisser son espace, il faut quand même la surveiller parce qu'on veut pas que son état dégénère, mais de lui offrir comme de la paix, si on peut dire. Je pense que c'est important ce que tu dis parce que je pense que, tu sais, je me mets dans la situation de quelqu'un que si je serais en bad trip, tu sais, je voudrais me sentir rassurée. Je voudrais me sentir que j'ai quelqu'un qui est à côté de moi. Comme tu dis, tu sais, je voudrais m'éloigner si jamais, tu sais, il y a trop de bruit. Ben, c'est le fun de, tu sais, tu t'éloignes un petit peu, là, tu sais, tu restes avec la personne. Et je trouve que c'est important ce que tu dis, tu sais, de juste dire comme, écoute, on est là. On est là. Puis c'est important que si on s'inquiète pour la sécurité de notre ami, d'appeler les urgences. Okay? On peut jamais appeler les urgences pour rien. On va parler un peu des lois qui protègent les jeunes qui consomment dans d'autres podcasts. Mais assurez-vous que s'il y a quelqu'un qui est pas en sécurité, vous avez peur pour la vie de la personne, on appelle l'ambulance. Okay? C'est toujours mieux que d'un ami qui décède à cause d'une consommation. Ouais, non. Écoutez, il y a aussi le cas de l'attaque de panique. Maëva, je pense qu'il y avait une belle histoire que tu... une belle histoire. Une expérience. C'est bien dit, ça. Oui, dans le fond, moi, j'ai étudié à l'île de la Réunion, donc c'est une île française dans l'océan Indien, et puis j'ai fait mon université là-bas. Donc, j'étais à la fac avec une personne, donc mon ami. On va l'appeler... X, OK? Gardez l'anonymat. Donc, mon ami avait consommé du cannabis lors d'une pause à la fac, puis elle devrait partir voir la conseillère d'orientation. Puis moi, je devais aller ailleurs donc elle était vraiment pas accompagnée dans son trip. Puis, elle a vécu une expérience un peu comme si qu'elle s'est sentie possédée par une personne différente d'elle. Donc, elle a vécu vraiment une grosse crise de panique à ce moment-là. Donc, c'était comme si son corps était sorti de elle. C'est pas mal ça. Donc, après moi, on m'a appelé et on a appelé l'ambulance aussi par la suite. Mais donc, oui, je comprends. on parle aussi que, tu sais,
justement, dans les cas de panique, on peut justement, comme tu disais, avoir des palpitations, transpiration, tremblements, secousses musculaires, sensation de souffle coupé, étranglement, douleur de gêne thoracique, du vertige, instabilité. Donc, ça, c'est tout des cas d'attaque de panique. Et comme qu'on était en train de dire, les filles, je pense que la première chose, c'est de justement être présent pour la personne. Lui dire qu'on est là, lui dire que ça va bien se passer. Puis comme tu disais aussi, Lydia, c'est que dans le cas extrême, appeler. On appelle l'urgence, en effet. Puis l'attaque de panique, c'est une période délimitée. Donc, c'est durant laquelle, tu vois, les symptômes que tu as cités, il faut avoir au moins 4 de ces symptômes et puis ça apparaît d'un coup et très fortement. Donc, l'intensité est forte, en moins de 10 minutes. Comme. Si je me trompe pas, ce que tu as expliqué, qu'elle avait l'impression qu'elle sortait de son corps, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Donc, c'est lorsqu'on a l'impression de se détacher de soi, de sortir de son corps. Autant ça peut être une expérience qui est positive pour certaines personnes, il y a des gens qui consomment pour ça. Autant ça peut être super terrifiant, ça peut faire super peur. Fait que vraiment être là pour la personne, comme tu l'as mentionné, Victoria. Aussi, la personne peut avoir l'impression de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. Fait que c'est important d'être là pour rassurer la personne. La personne peut avoir peur de mourir des fois. Des fois, on l'entend, là, « Oh mon Dieu, j'ai l'impression que je vais mourir. » T'sais, on le dit, les suffocations, ça se peut que la personne a l'impression qu'elle peut plus respirer, des choses comme ça. Fait que ça reste que ça peut être vraiment épeurant d'être en bad trip pour la personne. Ouais. C'est quand même assez intense comme situation. T'sais, surtout quand on parle de la cas de panique, là, c'est intense, c'est court dans le temps, puis c'est comme « it's too much ». Alors, ils peuvent vivre aussi une déréalisation. Par exemple, si on prend mon histoire, mon amie, elle a vu les oiseaux voler au ralenti, comme si tout le monde était au ralenti, en arrière d'elle ou devant. C'était vraiment... Elle vivait dans un autre... Comme dans les films. Ouais. C'est comme si le monde autour de nous était irréel. Je pense que c'est ça, la déréalisation. Ah, c'est tellement intéressant. Évidemment, c'est pas tous les bad trips qui viennent avec une attaque de panique. Hein? Malheureusement, ça arrive, oui, mais ça se peut que tu te sentes pas bien, que tu as un mauvais voyage, une mauvaise expérience. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas faire une attaque de panique et tu vas avoir l'impression que tu vas mourir. C'est super intéressant, les filles, parce que je sais qu'on a un autre podcast où est-ce qu'on va parler justement de l'overdose. Exactement. Là, aujourd'hui, on est en train de parler du bad trip, mais ça va être... Fait que restez à l'affût pour quoi faire aussi, puis c'est quoi une overdose. Fait que, on va en parler un petit peu plus tard, mais là, on est en train de parler dans des petits cas de bad trip. En effet. Les filles, on va continuer un petit peu sur... paraît-il que tu pourrais planifier ta consommation, question d'avoir une belle expérience. Oui, en effet. J'ai une petite anecdote, moi aussi, à ce niveau-là. Dans le fond, moi, j'ai une histoire d'une amie aussi qui n'avait pas planifié sa consommation. Donc, c'est... un peu. En tout cas, vous allez voir. Donc, dans le fond, mon histoire, j'ai une amie qui était censée rejoindre des amis à un club une soirée. Puis, cette soirée-là, elle avait décidé de ne pas consommer d'alcool. Donc, elle s'est dit, je vais prendre un jujube de THC. Donc, avant de partir de chez moi pour que ça fasse effet lorsque j'arrive au club. Donc, oui, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne quand on mange du cannabis. Le temps que ça passe par notre estomac, qu'on le digère, c'est là que l'effet arrive, donc c'est plus long. Mais la personne n'avait pas pris en compte le fait qu'elle n'avait pas mangé cette journée-là. Donc, quand elle est arrivée dans l'autobus, elle a perdu connaissance. Puis elle s'est retrouvée comme dans un endroit qu'elle connaissait pas parce que l'autobus l'a amenée jusqu'au terminus. Oh my God. Donc oui, c'est ça. Elle s'est évanouie dehors, elle a vomi. Finalement, il y a quelqu'un qui l'a trouvée. Il a fallu qu'elle aille à l'hôpital. On s'entend, ça, c'est le genre de bad trip qu'on veut pas, dans lequel on veut pas se retrouver. Donc, selon vous, qu'est-ce que cette personne-là aurait pu faire, en fait, pour planifier sa consommation, pour pas finir à l'hôpital, dans le fond? D'abord, il faut se demander si la personne elle est à l'aise avec le contexte. Est-ce qu'elle est bien entourée? La personne était toute seule quand elle a consommé. Elle rejoignait ses amis. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est sûr, j'aurais mangé. Ça, c'est quelque chose de super important. Je pense qu'on l'a dit. C'est tout le temps important de manger et de s'hydrater suffisamment quand on le sait, quand on va consommer quoi que ce soit. Comme tu l'as dit, être entouré de personnes de confiance, super important. Oui. De dire à notre ami qu'est-ce qu'on a consommé. Des fois, tu sais... Ah oui, ça, c'est important. Si on consomme quelque chose d'illégal, des fois, on n'a pas envie de le dire, mais si on se va juste retrouve... texter nos amis puis leur dire, écoute, j'ai pris ça, puis ça. Ouais, c'est ça. Mais... confiance, là. Exact. Vraiment quelqu'un de confiance. Mais c'est parce que si jamais l'urgence arrive puis ils nous demandent qu'est-ce que ton ami a consommé puis tu peux pas le dire... ils peuvent pas soigner. Ils peuvent pas traiter correctement la personne. T'sais. Fait que pour la sécurité, pour ta propre sécurité, dis-le à au moins une personne qu'est-ce que tu as consommé. Ou si tu pars tout seul, dis à ton ami que tu pars, des choses comme ça.
Puis même l'ambiance, genre dans le bus, il n'y a pas tant de fun là. Donc, est-ce que l'ambiance te plaît? Est-ce que la musique, elle te plaît? Est-ce que tu es à l'aise avec l'endroit où tu vas être, où tu es? Et les bruits aussi, c'est très important, les bruits. Ça se peut qu'on est gêné par certains bruits et que ça ravive des émotions ou des sens ou des choses que tu n'aimerais pas revivre. C'est tout à fait vrai. Justement, tu sais, quand on parle de planifier un peu sa consommation, comme je l'ai dit au début, les filles, c'est sûr que c'est de se demander comment je me sens. Tu sais, est-ce que je me sens bien physiquement et mentalement? Est-ce que je traverse des problèmes psychologiques? Par exemple, est-ce que je suis en dépression, instabilité, anxiété, crise d'identité? C'est sûr que ça va plus amener vers un mauvais voyage. Est-ce que je me sens de bonne humeur? Est-ce que je sais ce que j'attends du produit? Ou est-ce que est-ce que je suis en train de me forcer à consommer? En tout cas, tu sais, c'est important de se demander comment je me sens. Faire une rétrospection. Ouais. Exactement. Puis qu'est-ce que je consomme aussi? Donc, est-ce que je suis certaine de la substance que je prends? Est-ce que je l'ai déjà consommée? Est-ce que je sais à quoi m'attendre? Donc, dans le contexte de la personne qui m'a raconté l'histoire, elle n'avait pas regardé les ingrédients de son bonbon THC. Donc, il y avait beaucoup plus de THC que ce qu'elle pensait. Puis, normalement, il aurait fallu le couper en 4 pour avoir l'effet désiré. Donc, elle l'a juste pris au complet. Donc, évidemment, c'était beaucoup pour elle. Même si elle avait déjà consommé des jujubes au THC dans sa vie, ça reste que de regarder les ingrédients, c'est super pertinent pour être sûr de savoir qu'est-ce qu'on consomme. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, que tu disais que la petite jujube, ça a été bon de l'avoir coupée en 4. Tu sais, c'est pas la même chose si, par exemple, je suis un grand bonhomme de 6 pieds 2 comparé à une jeune fille de 5 pieds 2. Tu sais, c'est sûr que c'est toutes des choses qu'il faut tenir en considération. En effet. Comme on a dit au début, E égale SIC. Exactement. Ben oui, c'est ça. Ben là, c'est le S de E égale SIC, dans le fond, dont on parle. Mais c'est une bonne alternative, c'est une bonne gestion pour... si on ne connaît pas une substance, si on ne connaît pas une drogue, de la séparer en plusieurs petits morceaux, puis de tester au début. Puis après, au fil de la soirée, on verra comment on se sent. Exactement. Puis il y a des drogues qui prennent plus de temps à faire effet, donc c'est quand même une bonne idée de le séparer en plusieurs parties. Aussi de savoir d'où vient le produit. Est-ce que c'était sur le marché illégal? Est-ce qu'elle l'a acheté à la SQDC? Quand c'est contrôlé, on peut un peu plus savoir qu'est-ce qu'il y a dans le produit qu'on consomme. Très vrai. Donc, c'est quand même intéressant. Puis aussi savoir, aller à petite dose, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Aussi, Maëva, je pense que, tu sais, on va continuer, on va juste comme conclure un petit peu l'émission en disant que faire pendant un bad trip, tu sais? Ben, pendant un bad trip, il y a un bad trip, il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Ça s'arrête à un moment donné. Ça s'arrête peut-être soit si on se sort de la situation stressante, ou soit quand les faits s'arrêtent, dans le fond. Une personne peut faire appel à une personne de confiance, comme on disait depuis le début, pour le rassurer. Aussi, ben, tu sais, mettons, moi, je me place à la position que si jamais j'ai un ami qui tombe en bad trip, un peu comme qu'on était en train de dire. Mais tu sais, j'arrête pas de le dire, mais c'est justement, tu sais, de rester présente à ses côtés, de la rassurer, de l'amener dans un endroit calme, qu'on était en train de dire, de lui offrir sa présence, dans le fond, tu sais. Être attentif à ses besoins, tu sais, lui amener peut-être un peu d'eau. Tu sais, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment de se montrer rassurante. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. Et puis, tu sais, comme tu disais aussi, Maëva, c'est sûr de lui dire, écoute, ça va passer. Ça va passer. Donc, c'est ça. Puis comme tu dis aussi, Lydia, tu sais, à the end of the day, si jamais il y a quelque chose, ben, c'est vraiment de se rendre aux urgences. C'est ça. Donc, on reste avec notre ami, on s'assure que si son état empire, on va à l'urgence parce qu'on veut être sûr que notre ami aille bien. Donc, quoi faire après le bad trip maintenant? On parle souvent de quoi faire pour le prévenir, quoi faire pendant. Donc, qu'est-ce qu'on fait après le bad trip pour pas que ça perdure dans le temps? On en a parlé un peu avec la reviviscence. Donc, ne pas prendre le volant, c'est toujours... on en parle souvent. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui le font quand même. Là. Ah non, je suis correct. Même après les faits. Mais après avoir un bad trip, on a besoin de se reposer. C'est pas le temps d'aller dans sa voiture puis de retourner chez soi. Donc, ne peut-être pas prendre le volant, de prévoir du temps de repos. Hein? Donc, on parle souvent de la récupération à cumulus. Donc, après avoir eu l'effet de la consommation, on va avoir l'effet inverse. Fait que même si tu as eu un bad trip pendant l'effet, ça se peut que tu te sentes encore moins bien lors de la récupération. Donc, prévoir du temps pour te reposer. Exactement. Il faut toujours prévoir la récupération quand on consomme, que ce soit du cannabis ou autre drogue. Il y a toujours une récupération. C'est une loi qui est inévitable. Exactement. Donc, puis si jamais là, ça empire, puis même après le bad trip, tu te sens pas bien, on peut aller voir quelqu'un, un médecin, aller à l'urgence,
pour ta sécurité, c'est toujours le mieux à faire. Puis aussi, je voudrais juste dire un petit peu sur ce que tu dis, c'est que si jamais on est rendu à se rendre aux urgences, ayez pas peur, soyez honnête. Rendu là, on préfère être en santé, on préfère que son ami soit en santé. Donc, soyez honnête sur les produits que vous avez pris parce que comme ça, on va pouvoir, comme tu disais, Soigner. de la bonne façon. Exactement. Donc, c'est ça. Écoutez, tout le monde, c'était l'émission sur le bad trip. Donc, on espère que vous avez apprécié le podcast, que vous avez appris quelque chose peut-être. Ouais. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rappelez-vous que Cumulus est un organisme communautaire en prévention des toxicomanies. On est une ressource pour les jeunes qui se questionnent sur les drogues. Notre but est de vous informer sur la consommation afin que le plaisir reste un plaisir. Merci encore à Radio Centre-Ville qui nous a reçus dans ses studios aujourd'hui pour qu'on ait la chance d'enregistrer le podcast. Merci. On espère que vous avez du fun. Donc, on était toutes des intervenantes en toxicomanie à Cumulus. Donc, moi, c'était Victoria. Maëva. Et Lydia. Donc, on vous souhaite une belle soirée. Bye, Merci. bonne journée. Yes.